Mhm. Allez-y, allez-y. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Vas-y, Adoui, bismillah. Ok. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes très chers étudiants, on se retrouve pour le chapitre concernant la politique de distribution qui devient aujourd'hui le chapitre, normalement c'est le chapitre 4 dans le cadre de la politique il y a le marketing mix, parce qu'on a la politique du produit, du prix, de la distribution et de la communication. Mais nous, normalement, on avait un chapitre, je dirais, introductif, si je puis dire. C'est le chapitre où on a étudié le comportement du consommateur. Donc, on a étudié le comportement du consommateur, on a étudié la politique du produit, on a étudié la politique du prix. Maintenant, on va s'intéresser à un autre point très, très important, qui est la politique de distribution. Ça veut dire que, imaginez, vous êtes un responsable marketing, vous avez bien sûr dans le cadre de la détermination des stratégies de l'entreprise, donc de la stratégie globale de l'entreprise, on a donc le management stratégique qui fixe quels sont les objectifs stratégiques au niveau financier, au niveau ressources humaines, et aussi on a des objectifs stratégiques au niveau marketing qui vont être donc les objectifs stratégiques au niveau marketing. On appelle ça le marketing stratégique. Ce sont des objectifs à moyen et long terme. Pour atteindre ces objectifs à moyen et long terme, bien sûr, je dirais, activer les choses et faire des actions aujourd'hui. Alors, les actions à court terme, c'est le marketing opérationnel. Le marketing opérationnel, c'est donc des décisions concernant le produit, le prix, la façon de distribuer et aussi la manière de communiquer. On a parlé de la politique du produit, on a parlé du prix, maintenant on va parler de la distribution. Donc, vous êtes, comme j'avais dit, un responsable, donc vous êtes passé par toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, on va réfléchir à la distribution et comment distribuer. Pour savoir comment distribuer, encore faut-il savoir ce que c'est que la distribution et quelle est l'importance de la fonction de distribution au sein et, si vous voulez, du département marketing, mais surtout, surtout aujourd'hui au sein de l'entreprise elle-même et du marché. Alors, on va commencer par la distribution, la définition. Alors, la distribution d'un produit consiste à l'apporter et le placer au bon endroit en quantité suffisante avec les services nécessaires à sa vente, sa consommation et le cas échéant à son entretien. Vous voyez, donc distribuer un produit, ce n'est pas seulement le déplacer du lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente. Non, ça dépasse ceci. La distribution aujourd'hui consiste à bien placer le produit, bien le vendre, c'est-à-dire c'est le mettre en valeur, c'est ça, distribuer un produit. Vous pouvez avoir un très très bon produit. S'il n'est pas mis en valeur, les clients ne vont pas savoir qu'il est là et donc il peut ne pas être écoulé, ne pas être acheté et là, ça va être une catastrophe. Donc, cette fonction de distribution, qui permet d'acheminer le produit du lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente, a connu une grande évolution. En effet, en quelques décennies, on a vu un renversement des rapports de force producteurs-distributeurs au profit de ces derniers. Alors, je m'explique. Logiquement, celui qui crée le produit, qui l'imagine, qui l'a inventé, c'est lui, normalement, qui doit prendre la décision sur le produit, comment il va être, ses goûts, ses formes, etc. Bien sûr, en fonction des études de marché. C'est lui aussi qui prend les décisions sur les prix, bien sûr en étudiant aussi le marché, la concurrence, la demande, etc., les lois en vigueur. Et c'est lui qui fixe les règles de distribution. Pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Parce que la fonction de distribution est devenue, c'est tellement développé qu'il est devenu, si vous voulez, un métier à part. Aujourd'hui, on a un métier à part qui s'appelle la distribution. C'est pour ça que, même le marketing, il y a aujourd'hui un type de marketing destiné à la distribution qui s'appelle le marketing de distribution. Donc, la distribution s'est tellement développée que c'est devenu un métier, ce qui fait les producteurs. En majorité des cas, ce ne sont pas eux qui distribuent leurs produits, c'est des spécialistes. Et là, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, comme j'avais dit, c'est devenu un métier à part. En deuxième lieu, à cause des coûts.
Ben oui, supposons que moi, je suis une entreprise à Casablanca, je produis un bien, je veux le vendre à Agadir. Donc là, je dois acheter des camions, je dois embaucher le conducteur, je dois embaucher aussi des gens qui vont bien sûr aider le chauffeur normalement euh, soit pour déplacer le produit de l'usine jusqu'au camion et du camion jusqu'à l'usine, et aussi payer l'amortissement, payer le carburant, payer l'autoroute. Donc, c'est des coûts. Vous voyez, alors premièrement, c'est un métier. Deuxièmement, à cause du coût. Et troisièmement, c'est que aujourd'hui, les goûts des clients changent de façon, je dirais, énorme. Donc là, celui qui est le plus en contact avec le client, c'est le distributeur. Donc, tout ceci nous montre pourquoi la distribution est devenue très, très, très importante. Donc, en quelques décennies, on a vu aujourd'hui que le distributeur est devenu plus important que le producteur lui-même. Aussi, le concept de la grande distribution, qui a connu ces dernières années je dirais, un développement énorme. Donc, la grande distribution n'a cessé de se développer et mieux encore de se concentrer en structures encore plus pressantes qui pèsent lourdement sur le commerce dans toutes les économies. Comme j'avais dit aujourd'hui, euh, la majorité des produits qui sont vendus, ils sont vendus par le biais des distributeurs. Ce n'est plus le producteur qui le fait, c'est le distributeur, essentiellement pour les produits de consommation. Aujourd'hui, par exemple, pour acheter, je ne sais pas quoi, le chocolat, par exemple. Le chocolat, on l'achète, c'est l'épicier. L'épicier, c'est un distributeur. Pour acheter le lait, on l'achète directement auprès de centrales laitières ou Jaouda. On l'achète auprès soit de l'épicier, soit des distributeurs qu'on connaît, qu'ils soient petits ou grands. Donc, la grande distribution aujourd'hui, elle a une place très, très importante et les distributeurs, ils pèsent aujourd'hui sur l'économie et ils ont donc une importance grande, donc dire une importance importante, c'est une répétition, n'est-ce pas? Bon, une importance plus grande vis-à-vis par rapport aux producteurs. Alors, moi, chaque année, avant de commencer mon cours, je donne la différence ou bien l'explication d'un certain nombre de concepts qu'on utilise beaucoup pour la fonction de distribution. C'est le concept de canal ou réseau de distribution et aussi le circuit. On entend beaucoup parler canal et circuit, quelle est la différence? Alors, c'est une différence subtile. Normalement, ces concepts, ils schématisent le même contexte, mais la différence est subtile. Le canal ou le réseau de distribution, c'est l'ensemble des intermédiaires qui interviennent dans la fonction ou tâches nécessaires à l'acheminement. On parle d'intermédiaires, ça veut dire on a les grossistes et on a les détaillants, on parle d'intermédiaires. Alors que lorsqu'on parle de circuit, on parle d'étapes. La vente en gros, la vente en détail. Vous voyez, c'est à peu près la même chose, mais lorsqu'on parle de personnes, on parle de réseau. Lorsqu'on parle de circuit, on parle d'étapes. Donc, la distribution est un élément sur lequel les entreprises peuvent se différencier en choisissant une stratégie de distribution adaptée à leurs produits et à leur clientèle. Alors, ça veut dire que la distribution aujourd'hui n'est pas la même pour tous les produits. Ça dépend, premièrement, je dirais, du client cible et aussi, ça dépend de la nature du produit. Par exemple, pour les produits, pour le poisson, par exemple, la distribution du poisson va être différente de la distribution du sucre. Voilà. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est un bien qui est impacté par le temps. Ben oui, si on distribue le poisson une semaine ou 10 jours, surtout le poisson frais, il ne va plus rester frais. Donc là, pour distribuer le poisson, on doit prendre en considération la nature de ce produit. Donc la distribution du poisson va être différente de la distribution du sucre. Ce qui fait la stratégie de distribution diffère en fonction du produit et aussi en fonction, comme on va le voir, du client cible. Alors, pour bien comprendre et expliquer ce chapitre-là, on va le scinder en deux sections. Une section, on va parler des fonctions de distribution et une autre section, on va parler des stratégies de distribution. Les fonctions de distribution. Les sociétés de grande distribution
se sont intéressés au début à la distribution physique. Ça veut dire qu'au début, qu'est-ce qu'on entendait par distribution? C'est déplacer le produit du lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente. On appelle ça la distribution physique ou bien logistique. Donc, l'objectif de chaque producteur ou distributeur étant de déplacer le produit du lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente. Après avec le développement de la concurrence, on a constaté que l'objectif n'est plus le même. Il ne suffit pas de déplacer le produit jusqu'au lieu de vente, mais plutôt, ou bien surtout, de le mettre en valeur. Ça veut dire que le consommateur doit trouver le produit original et il doit trouver aussi les produits qui permettent de mettre en valeur ce produit. Donc, par la suite, et grâce à la concurrence de plus en plus accrue que connaît le marché, la préoccupation du distributeur ne se limite plus à la mise en disposition du produit au client, mais plutôt de le faire de la façon la plus attractive possible pour se démarquer des concurrents. Donc là, l'objectif n'est pas seulement de dire que voilà, ce produit-là existe, mais il faut mettre le produit en valeur. On appelle ça, la deuxième fonction, c'est la fonction d'assortiment. Après, ensuite, les dernières dizaines d'années, on a constaté que les clients, c'est-à-dire que leurs attentes ne se limitent plus à trouver le produit ou seulement le produit doit être mis en valeur. Surtout avec les crises, par exemple la dernière crise de la grippe aviaire, les crises normalement actuelles, il y a le Covid-19, etc. Les gens, ils veulent acheter le produit, mais sans que ce produit ne les impacte ou n'impacte leur environnement ou bien leur santé. Ce qui fait qu'ils ont besoin de plus de sécurité, ils ont besoin de garantie, ils ont besoin d'information. C'est donc le troisième type de fonction, c'est la fonction d'information. Ce qui fait aujourd'hui, la distribution doit remplir trois types de fonctions. La fonction logistique, ça veut dire que le client, lorsqu'il va chez un distributeur, il doit trouver tous les produits, locaux ou bien même les produits qui sont loin. Il doit trouver ce qu'il cherche. Ce qui fait le distributeur, il doit remplir la fonction logistique qui est de déplacer le produit avec normalement le moins de coûts possible. Ensuite, on a les fonctions d'assortiment, ça veut dire que le produit doit être mis en valeur. Ça veut dire que le client, il doit trouver et le produit et aussi tout ce qui permet une bonne utilisation du produit. Et aussi, le distributeur, il doit aussi jouer le rôle de garant en répondant à toutes les questions du consommateur. Donc là, ce qu'on appelle les fonctions d'information. Donc, un distributeur doit remplir trois types de fonctions. Fonction d'assortiment, fonction logistique, fonction d'assortiment et fonction d'information. Donc, généralement, la distribution assure trois grandes fonctions qui génèrent une valeur supplémentaire pour le produit, les fonctions logistiques, les fonctions d'assortiment et les fonctions d'information. On va essayer d'expliquer chaque type de fonction à part. Les fonctions logistiques. Alors, ces fonctions logistiques, ils regroupent le processus par lequel les marchandises passent avant d'arriver vers le consommateur final. Donc, c'est ce processus par lequel le produit passe du lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente, on appelle ça la distribution physique ou logistique. Alors, ces fonctions, ils comprennent le transport, le fractionnement et le stockage. Ben oui, imaginez, je suis une entreprise à Casa, je voudrais vendre mon produit chez un distributeur à Agadir, à Tanger, etc. Alors, supposons d'ailleurs que moi, j'envoie mes produits à Agadir, Tanger et à Rabat. Ça va? Alors, le distributeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, il doit fractionner. Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer, je dirais, moi, en tant qu'entreprise, je vais vendre au distributeur ou bien mettre à la disposition du distributeur 10 tonnes. Ces 10 tonnes, on aura 6 qui vont partir à Tanger, 3 qui vont partir à Agadir et 1 qui va partir à Rabat. On va donc fractionner et pour chaque fraction, la mettre dans un transport à part. Alors, regardez, au début, si c'était moi le producteur qui faisait cette distribution, je vais utiliser au moins 2 camions, un qui va partir à Agadir direct et un qui va
partir à Rabat et à Tanger. Donc déjà, j'ai 2 camions. Imaginez les dépenses. Comme j'avais dit, les dépenses en termes de camions, l'achat ou bien la location, donc le paiement de l'autoroute, le paiement les hydrocarbures et aussi le recrutement des chauffeurs, le recrutement de manutention, c'est des dépenses. Donc, pour moi, en tant que producteur, ça va me coûter cher. Le distributeur, alors le distributeur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va fractionner, il va mettre le camion qui va partir à Tanger et dans ce camion, il va mettre le produit de mon entreprise et d'autres produits qui vont partir à la même destination. Ce qui fait, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'optimiser les dépenses. Au lieu d'envoyer un camion avec seulement, je dirais, 2 tonnes du produit X, il peut envoyer le même camion avec 3 ou 4 produits, comme ça le camion, on optimise ses dépenses. Donc là, ces fonctions logistiques, ils couvrent le transport, ils couvrent, ben oui, on doit payer le transport, ils couvrent le fractionnement parce que je dois optimiser les quantités déplacées et ils couvrent le stockage. Le stockage, comme vous l'avez étudié en comptabilité, est un facteur très coûteux et très important. Un consommateur c'est-à-dire que ne doit jamais partir pour faire ses courses et trouver un produit en rupture. Ce qui fait, le distributeur, il doit toujours avoir un stock. Mais avoir un grand stock, c'est de l'argent qui dort. Vous savez que le stock, normalement, le stock, il impose ou bien il donne 3 types de coûts. On a le coût d'immobilisation de capital, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui dort et cet argent, j'aurais pu l'investir ailleurs et avoir une rentabilité supérieure. Le coût de la dépréciation, ça veut dire que normalement, cette marchandise stock, il se peut que dans un mois, si je ne l'écoule pas, le produit, normalement, les consommateurs vont préférer un autre produit, ce qui fait mon produit, tant qu'il est stock, il va être déprécié. Troisième coût, c'est que lorsqu'on parle de stock, ça veut dire qu'on doit avoir un lieu où stocker. Ça veut dire que c'est un lieu qui peut être réfrigéré ou pas, ça dépend du type de produit. C'est donc de l'argent et on doit avoir des ouvriers. Vous voyez donc, la gestion de stock est très importante parce qu'il faut optimiser tous ces variables. Donc, ces fonctions logistiques, ce sont des fonctions très coûteuses et s'ils ne sont pas bien gérés, ils vont impacter le prix de vente final. Donc, les fonctions logistiques, ce sont des fonctions très, très importantes qu'il faut étudier de façon optimale afin de proposer au consommateur final un bien, je dirais, qui respecte normalement, un bien qui protège le client, ça veut dire c'est proposer le bien. Ça dépend, c'est-à-dire qu'on doit proposer un bien où la date, je dirais, est respectée, ou un produit avec la température idéale. On doit proposer un prix avec des coûts modérés pour que le produit soit écoulé. Vous voyez, donc ce sont des fonctions très importantes et le producteur ou le distributeur surtout, il a intérêt à optimiser ses dépenses. Donc, les fonctions logistiques sont très, très importantes. Alors, donc là, tout ce que je viens de dire, on va l'expliquer ici. Donc, premièrement, on a le transport, la manutention et le fractionnement, et on a le stockage. Donc, le coût du transport, bien sûr, dépend de la longueur du trajet parcouru, ainsi que du volume transporté. Et bien sûr, les opérations de groupage aussi sont importantes. Le stockage, comme on l'avait dit, la fonction de stockage permet l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, alors, le stockage engendre 3 types de coûts. On a le coût d'entreposage physique du produit, le coût d'immobilisation du capital et le coût du risque de dépréciation, ce que j'ai expliqué. Alors, donc, voilà, ici, j'ai tout ce que je viens d'expliquer, je l'ai redit ici de façon plus détaillée. Alors, on a parlé des fonctions logistiques, on passe maintenant aux fonctions d'assortiment. Alors, on avait dit que les fonctions d'assortiment stipule que le produit doit être proposé dans, je dirais, le meilleure forme. Ça veut dire qu'on doit mettre en valeur le produit. Comment? Alors, on peut définir l'assortiment comme étant l'ensemble des produits et des marques offerts aux consommateurs dans un point de vente. C'est-à-dire que lorsque vous allez chez un distributeur, vous trouvez pas seulement un produit, mais un certain nombre de produits. Et là, il y a une logique. C'est la logique des rayons. Il y a une logique lorsqu'on pose un produit à côté d'un autre, il y a une logique.
La logique, c'est de mettre en valeur le produit. Je donne un exemple. Lorsque vous allez auprès d'un distributeur global, on trouve par exemple, pour acheter une nappe, tiens, on peut la trouver, un distributeur général, auprès du textile. Textile, vous allez trouver même les nappes. Mais un distributeur spécialisé, on va trouver les nappes à côté des tables. Donc, pourquoi faire? C'est pour mettre en valeur le produit. C'est comme les salles à manger. Lorsque les gens, lorsqu'ils partent acheter une salle à manger, au début, ils se disent, voilà, moi, je voudrais acheter une salle à manger. Ils partent auprès du distributeur chercher les salles à manger. Mais lorsqu'ils trouvent la salle à manger à part, avec ses chaises, etc., il va acheter la salle à manger et revenir. Mais pour certaines enseignes, on vous met la salle à manger avec les nappes, avec les couverts, et là, on vous vend pas seulement le produit, mais l'image, mais on vous vend une certaine image. Ce qui fait, vous vous dites, tiens, c'est vrai que moi j'avais besoin de salle à manger, mais c'est vrai que normalement, cette nappe et ces couverts mettent en valeur mon produit. Donc, au lieu d'acheter un seul produit, vous allez acheter beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le distributeur était assez intelligent pour créer un besoin chez vous, comment en vous montrant l'utilisation que vous pouvez faire d'un autre produit qui n'est pas, qui est affilié ou bien qui est en relation avec le produit initial, mais qui va mettre en valeur le produit initial. C'est donc l'intérêt de ce qu'on appelle la fonction d'assortiment. Alors, c'est quoi un assortiment? Donc, l'assortiment, c'est un bouquet de produits qui sont vendus avec le produit initial. L'assortiment, il joue un rôle important pour une enseigne de distribution, car en plus d'affirmer sa spécificité et son positionnement par rapport aux concurrents, le choix de l'assortiment face aux attentes des consommateurs contribue au succès ou à l'échec de l'enseigne. Donc, je répète, je disais que l'assortiment, c'est le bouquet de produits présenté par un distributeur. Par exemple, les distributeurs généraux, comme ceux qu'on connaît, les rayons laitiers, vous avez beaucoup de produits laitiers. Les rayons textiles, vous avez le textile. Mais vous avez, là, c'est un assortiment d'un certain nombre de distributeurs. Mais vous avez des distributeurs spécialisés. Ces distributeurs-là, ils vous vendent normalement, par exemple, textile, ils vous vendent pas seulement le produit initial, mais ils vous vendent d'autres produits qui sont là pour mettre en valeur le produit initial. Et là, l'assortiment, il met en valeur le produit initial et il vous incite, même si vous étiez indécis au début, il vous incite à l'acheter parce qu'il vous, pas seulement il crée un besoin, mais il attire votre attention sur une utilisation à laquelle vous n'imaginez pas. Moi, l'exemple que je donne, c'est IKEA. Lorsque vous allez chez le distributeur IKEA, au début, on vous vend, normalement, on vous met des fauteuils à côté d'un téléviseur, à côté des petites tables. Et là, vous dites au début, parce qu'il y a des gens qui partent IKEA seulement pour passer l'après-midi, mais ils se retrouvent avec des factures exorbitantes. Pourquoi? Parce que l'enseigne, son objectif, c'est vous inciter et aussi créer des idées. Et d'ailleurs, moi-même, c'est ce que je fais. Je vais IKEA pour avoir des idées. Et là, on se dit, tiens, cette idée-là est intéressante pour moi. Par exemple, il y a des gens qui ont des petites cuisines. Ils vous disent, tiens, vous avez une petite cuisine, vous pouvez, au lieu d'acheter acheter un placard et le mettre et prendre un lieu, il va vous prendre toute une place. Si vous n'avez pas 3 mètres, vous avez la possibilité de prendre des armoires et de les suspendre. Vous dites, tiens, c'est une bonne idée. Ce qui fait ce distributeur, donc j'ai pris IKEA, il y en a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup, essentiellement les distributeurs d'ameublement, qui essaient normalement de vous donner des idées et grâce à ça, vous inciter à acheter. Donc, l'assortiment est très important parce que on ne vous vend pas le produit tout seul, on vous vend le produit à côté des produits complémentaires qui le mettent en valeur. Sauf que nous, on est dans un cours de marketing et d'économie. Notre objectif ici, c'est pas seulement de parler de l'assortiment, mais aussi parler de notre objectif, c'est le profit. Lorsque un distributeur crée un assortiment, c'est pas seulement pour les beaux yeux des clients, c'est aussi pour inciter le client à acheter. Donc, le producteur ou le distributeur, ils doivent
chaque mois ou bien chaque trimestre, faire une évaluation de l'assortiment pour voir est-ce que l'assortiment a eu un impact positif ou est-ce qu'il faut le réviser. Donc, pour bien étudier les fonctions d'assortiment, on va nous intéresser aux caractéristiques de l'assortiment, aux structures de l'assortiment, aux critères de choix de l'assortiment et aussi, on va s'intéresser à un point très important, c'est le contrôle des performances de l'assortiment. Donc, on va nous intéresser à 4 points. Premièrement, les caractéristiques de l'assortiment. Alors, l'assortiment, il doit correspondre ou bien il doit répondre à un ensemble d'objectifs qui peuvent être contradictoires. L'objectif de satisfaction de la demande, c'est ça. Moi, lorsque je fais un assortiment, je dois le faire en fonction de la nature je dirais, de mon enseigne de distribution et aussi en fonction de mes clients, la demande. Alors, si je suis un distributeur, par exemple, qui ne propose que les produits bio, je ne peux pas proposer des produits qui ne respectent pas cette caractéristique. Donc là, l'assortiment, il doit aussi respecter l'image de l'enseigne. Si je suis un distributeur d'électroménager, je ne dois proposer que l'électroménager. Je suis un distributeur, je dirais, global. Là, je peux tout proposer. Donc, l'assortiment, il doit respecter certaines caractéristiques. Premièrement, l'objectif, le premier, toujours, je dirais, le premier objectif, c'est la satisfaction de la demande. Deuxième objectif, c'est l'objectif de l'image de l'enseigne et bien sûr de distribution. Troisième objectif, c'est l'objectif concurrentiel. C'est que je dois toujours faire de la veille commerciale, voir quels sont mes distributeurs, qu'est-ce qu'ils proposent eux, pour que je puisse toujours rester sur la course. Et aussi, très important, l'objectif de rentabilité. Donc, ces 4 objectifs, chaque enseigne de distribution doit obligatoirement les respecter. Alors, j'avais dit, l'objectif, c'est que ces objectifs peuvent être contradictoires. Comment ces objectifs peuvent être contradictoires? Par exemple, l'objectif d'image de l'enseigne et de la rentabilité. Si je suis une enseigne spécialisée pour l'électroménager, donc je ne peux proposer que l'électroménager. Alors que si je suis une enseigne générale, je peux tout proposer. Donc, lorsque je dis tout proposer, ça veut dire proposer beaucoup plus de produits. Et donc, la rentabilité va être plus importante que si je suis un distributeur spécialisé. Donc, ça peut être contradictoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, même si je suis un distributeur spécialisé, je peux proposer un plus grand choix et avoir une rentabilité supérieure à un distributeur qui propose le tout. Ça dépend de l'entreprise elle-même et de son assortiment. Alors, l'assortiment des points de vente dépend aussi des facteurs environnementaux tels que le type de clientèle visée, la concurrence. Donc, c'est ce qu'on a vu. Je repris ce que je viens de dire ici, mais d'une autre façon. Alors, on a parlé des caractéristiques, maintenant la structure de l'assortiment. On regroupe généralement dans les rayons les produits par famille ou sous-famille selon une codification établie. Le critère retenu étant le besoin, c'est-à-dire l'utilisation que l'acheteur fera du produit. Ça, c'est, je dirais, ce que font la majorité des distributeurs, c'est qu'on regroupe les produits par rayon. Par exemple, on a les rayons des produits laitiers, on a les rayons des produits textiles, on a les rayons des poissons, etc. Ça, c'est une codification simple qu'on trouve chez certains distributeurs. Mais il y a d'autres distributeurs qui sont allés beaucoup plus loin en accent, si vous voulez, la structure sur l'utilisation que va faire le client du produit. C'est l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure sur les salles à manger. Donc, au lieu, par exemple, de proposer les salles à manger parmi les produits en bois à côté des meubles, moi, je peux proposer, en tant que distributeur spécialisé, par exemple, les salles à manger, proposer des salles à manger avec des nappes, avec des couleurs, avec des rideaux. Et là, ça permet aux clients, comme j'avais dit, normalement de se mettre l'ambiance. D'ailleurs, vous constaterez que dans ces distributeurs, les gens, ils s'assoient pour tester le produit. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent en situation. Et je dis, tiens, c'est vrai que ça, c'est un produit qui me conviendrait. Parfois, vous savez qu'il y a des gens
qui achètent ces produits moment, lorsqu'ils partent chez eux, ils constatent que le produit ne les correspond pas. Mais c'est parce que le distributeur, il a constitué la structure de l'assortiment de façon à impacter le consommateur et à le pousser à acheter au-delà de ses besoins. Donc là, lorsqu'on parle donc je dirais de la structure, c'est comment on construit ce bouquet. Est-ce que c'est en fonction de la nature du produit ou bien en fonction de l'utilisation que va faire le client? Ça dépend, le choix entre ces deux facteurs, ça dépend de l'enseigne elle-même. Voilà, cette classification se base sur les habitudes de consommation et les répartitions des rayons. Et il existe bien sûr d'autres critères de classification basés sur la priorité donnée à l'acheteur, à ses attentes, sa logique et son processus de prise de décision. Donc nous, ce qui nous importe, c'est comment pousser le client, comment faciliter le passage à l'acte d'achat, le pousser à l'acheter. Donc le pousser entre guillemets, on ne va pas lui mettre un couteau sous la gorge, mais on va l'inciter à passer à l'acte d'achat. Et là, on essaie de voir comment l'inciter en essayant de le convaincre comme quoi ce produit-là va correspondre à ses attentes. Troisième variable qu'on va utiliser, c'est les critères de choix de l'assortiment. Sur quelle base on va choisir un assortiment? Donc, nous retiendrons trois critères dans la définition de l'assortiment. Le nombre de la famille de produits, la largeur de l'assortiment et la profondeur de l'assortiment. Alors, le nombre de familles de produits, il correspond à la nature des services que propose l'enseigne à sa clientèle spécialisée. Ça veut dire que vous trouvez, par exemple, c'est le nombre de produits qu'on retrouve, c'est combien de rayons on a, par exemple. Par exemple, vous avez le distributeur, vous savez qu'on a les hypermarchés, n'est-ce pas? On a les supermarchés, on a les supérettes et on a l'épicier. Si on fait la comparaison entre, par exemple, l'épicier et l'hypermarché, on peut constater que le nombre de rayons est différent. Chez l'épicier, vous avez 3 ou 4 types de produits, ou bien prenons la supérette. Alors que chez l'hypermarché, vous avez beaucoup plus de rayons. Dans une enseigne spécialisée, vous avez moins de rayons que dans une enseigne généralisée. Donc, le nombre de familles de produits nous permet de voir est-ce que c'est une enseigne qui propose beaucoup plus de familles de produits qu'une autre. Ça nous permet de faire une classification. Alors, deuxième critère, c'est la largeur de l'assortiment. Ça veut dire au sein même d'un rayon, combien de produits sont là. Par exemple, dans le rayon des yaourts, on peut trouver, par exemple, une enseigne, l'épicier, par exemple, le rayon, et il vous dit, j'ai 3 types de yaourts. On a le yaourt à base de vanille, yaourt à base de, je ne sais pas moi, sans sucre, et yaourt à base de fraises. 3. Alors que dans une enseigne globale, ou bien une enseigne généralisée, un hypermarché, on va trouver une vingtaine de yaourts. Donc là, la largeur de l'assortiment nous permet de voir, nous permet aussi de mesurer l'importance de l'espace de distribution. La profondeur de l'assortiment. Donc, la profondeur de l'assortiment, il nous permet, je dirais, d'avoir une idée sur l'étendue des choix. Ça veut dire, on prend et le nombre de rayons et le nombre de produits dans un même rayon. Donc, voilà, c'est le nombre d'articles et de références qui sont proposés pour couvrir un même besoin. Donc là, on essaie de voir combien de rayons on a et au sein d'un même rayon, combien de produits on a dans ce rayon. Ça nous permet de voir est-ce que ce distributeur, il propose beaucoup plus de choix pour le client ou pas. Quatrième point, c'est le contrôle des performances. Bien sûr, la largeur, la profondeur, quel est l'intérêt de ces informations-là? C'est pour répondre beaucoup plus aux choix des clients. L'objectif final, parce que lorsqu'on répond beaucoup plus aux choix des clients, ça veut dire que les clients vont trouver ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils vont acheter beaucoup plus vite et réacheter. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif du marketing, ce n'est pas seulement de pousser les consommateurs à acheter une fois, mais fidéliser ses clients. Il doit acheter aujourd'hui et revenir demain. On doit le fidéliser, on doit aussi le pousser à augmenter la quantité achetée. Ce qui fait, je dois chaque fois contrôler les performances de mon assortiment.
Si jamais les performances diminuent, je dois obligatoirement changer la structure de mon assortiment. Alors, le distributeur peut mesurer la performance de son assortiment au moyen de nombreux indicateurs. On a l'évolution du chiffre d'affaires par famille de produits. Par exemple, on peut constater que les produits laitiers, le chiffre d'affaires des produits laitiers augmente plus vite que le chiffre d'affaires des conserves, par exemple. Vous voyez? Donc là, c'est un indicateur c'est un indicateur qui nous permet de voir quel est le produit qui marche le plus. Ou la répartition du chiffre d'affaires au sein d'une même famille de produits. Ça veut dire qu'au sein même du rayon des produits laitiers, voir quel est le produit qui marche le plus. Ou l'efficacité de l'assortiment. C'est que, par exemple, moi, au sein du rayon, on dit le détergent. Qui les détergents? Les détergents, c'est là où on achète les produits pour laver nos vêtements. Parfois, vous avez des enseignes qui mettent rien que les détergents et vous avez d'autres enseignes qui mettent et le détergent et les étendards ils vous mettent un assortiment qui vous permet d'acheter un pack. Et là, on voit est-ce que lorsqu'on a mis ce pack, est-ce que la quantité achetée des détergents augmente ou pas? Donc, c'est le taux d'efficacité de l'assortiment pour voir est-ce que avec l'assortiment proposé, le chiffre d'affaires augmente ou pas. Ou dernier, si vous voulez, indicateur, la rupture du stock, c'est voir le taux de rupture des produits. Alors, on a donc 4 variables, si vous voulez, mais normalement, on ne peut pas choisir un seul. Obligatoirement, on doit choisir ou 2 ou 3 pour avoir l'idée la plus précise des performances d'un assortiment. Et je dirais la règle globale, c'est qu'aujourd'hui, l'assortiment, on ne doit pas garder le même assortiment pendant 2 ou 3 ou 4 mois. Pourquoi? Parce que déjà, les saisons changent et les produits doivent obligatoirement changer. Ça d'un côté. D'un autre côté, aujourd'hui, on a une concurrence accrue, ce qui fait les clients, ils essaient toujours d'aller vers le distributeur qui propose toujours des nouveautés. Donc, l'assortiment, il doit obligatoirement changer. On doit toujours veiller normalement à améliorer l'efficacité de l'assortiment. Alors, les fonctions d'information. Aujourd'hui, le distributeur devient un garant de la qualité des produits. Lorsque moi, en tant que consommateur X, je vais acheter un produit auprès du distributeur, si jamais ce produit-là, il me porte préjudice, ça veut dire si je tombe malade, j'intente une action en justice, pas contre le producteur, mais contre le distributeur. Pourquoi? Parce que moi, lorsque je vais acheter le produit, je vais auprès du distributeur. Donc, le distributeur devient pour moi un garant de la qualité du produit. Ce qui fait, moi, lorsque j'ai besoin d'informations, j'écris au distributeur. Donc, le distributeur, il joue le rôle d'interface entre le producteur et le consommateur. Il joue donc le rôle d'information. Et ce rôle-là est très, 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 très important. Pourquoi? Parce que si jamais moi, en tant que cliente, je ne suis pas satisfaite du produit, je ne vais pas revenir auprès de ce distributeur. Je vais aller vers un autre distributeur. Donc, cette fonction d'information aujourd'hui est devenue vitale. Et le distributeur, il doit prendre conscience de ce rôle-là et il doit le jouer pleinement. Alors, en tant qu'interface de choix, le distributeur sera fortement sollicité par les fabricants pour leur fournir rapidement des informations sur l'évolution des attentes des comportements des consommateurs. Ben oui, le producteur, il n'a pas de contact direct avec le client. Celui qui est en contact direct avec le client, c'est le producteur. Donc, c'est le distributeur. Donc, le distributeur, il joue le rôle, c'est le contact direct avec le client, mais c'est aussi le contact direct avec eux. C'est aussi normalement une source d'information pour le producteur. Il doit toujours créer un canal de communication avec le producteur pour lui demander de répondre aux attentes des clients. Par exemple, si jamais les gens réclament beaucoup sur un produit parce que, par exemple, le goût ne leur convient pas, ou bien la manutention, comment toucher le produit, comment normalement, lorsqu'on le vend, il nous pose problème de stockage chez nous, le réfrigérateur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réclamations. Ces réclamations, le distributeur, il doit faire un compte rendu au producteur pour pousser le producteur à porter des améliorations. Donc,
vis-à-vis du producteur, le distributeur joue un rôle d'information très important. En même temps, les informations à destination des consommateurs sont devenues également de plus en plus nécessaires. Le consommateur ne veut plus consommer à tout prix. Alors, on a donc parlé des fonctions de distribution, les trois fonctions, fonction logistique, fonction d'information et fonction logistique, fonction d'assortiment et fonction d'information. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler de la deuxième section, c'est les stratégies de distribution. Et je crois qu'il nous reste, Inch'Allah, une séance ou deux pour terminer le cours. Je vous remercie et à la semaine prochaine, Inch'Allah.